Donc en marge de World Policy Conférence, c'est Karim Inaoui qui a répondu à notre appel et à notre invitation au débat. Merci à vous. Merci, c'est Rachid, bonjour. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous êtes aussi avec la casquette de Policy Center for the New South. Première impression de cette première journée de World Policy Conférence? Un peu, disons, assombri, puisque c'est l'année dernière, ça s'était tenu à Rabat. L'économie mondiale allait mieux. Entre l'année dernière et aujourd'hui, les perspectives se sont dégradées. Il y a bien sûr tous les aspects liés aux questions géopolitiques. Vous suivez avec beaucoup d'attention le commerce, etc. Technologie. Les questions dans le Moyen-Orient, donc beaucoup de risques qui s'accumulent à l'horizon. Donc c'est une belle conférence bien sûr, dont on est partenaire, Policy Center for the New South, mais des perspectives un peu sombres, on va dire. On va d'ailleurs en débattre. Mais comment vous expliquez effectivement qu'en une année, j'ai envie de dire, il y a une décélération structurelle de la croissance économique mondiale? Bon, je pense que c'est bien sûr cyclique, donc on est plutôt, c'est difficile de dire si c'est une décélération structurelle à ce stade, on est plutôt dans la dimension conjoncturelle. Pour vous, c'est conjoncturel? Oui, ça fait partie du cycle, c'est-à-dire un cycle, ça a des hauts, des bas, et donc il y a surtout le ralentissement du commerce. Je pense que et c'est essentiellement, me semble-t-il, l'incertitude qui est très forte sur beaucoup de plans, à la fois au plan interne dans beaucoup de pays, mais à la fois au plan international, la guerre commerciale, des espèces d'incertitudes qui s'accumulent, qui fait que les agents économiques auront tendance à baisser leur consommation, à décaler leurs décisions d'investissement dans le temps. Donc toute cette incertitude commence à impacter, si vous voulez, l'économie mondiale. Parce que ce qui reste assez incroyable, c'est que les cours des matières premières sont relativement bas, le baril de Brent est relativement bas aussi. Il y a peu d'inflation. Et que tout ça, malgré tout, se traduit par une croissance économique mondiale très molle. Pas très molle, il y a un ralentissement quand même, on est plutôt autour de, je pense, au plan global. On verra, le Fonds monétaire va sortir ses chiffres pour les réunions de printemps annuelles qui se tiennent en fin d'année. Mais c'est surtout le commerce dont l'estimation de croissance pour l'année 2019 est autour de 1%. Et l'économie mondiale qui devrait se retrouver autour de 2%, probablement après 3%, qui est la tendance de très long terme, si vous voulez, sur 25-30 ans de la croissance de l'économie mondiale. En même temps, c'est un ralentissement qui touche à la fois les économies riches et à la fois les économies émergentes. Oui, tout ça est très lié, comme vous le savez. La plupart des économies sont imbriquées les unes aux autres. La mondialisation est passée par là depuis les années 90. Donc même les pays émergents sont très ouverts. Beaucoup sont africains, comme le Maroc, des pays très ouverts, donc qui sont dans le cycle de l'économie mondiale, donc ils ne peuvent pas s'en soustraire, si vous voulez. Donc l'impact, il est réel pour l'ensemble des économies. L'impact, il est réel pour tout le monde. Il n'est pas encore tout à fait brutal. Certaines économies résistent. Les États-Unis résistent plutôt bien. Je pense qu'on parle de 2% de croissance, ce qui est au-delà de leur potentiel. Il faut le savoir. C'est au-delà du potentiel, c'est-à-dire le potentiel de croissance, c'est le taux de croissance maximal, étant donné vos dotations, si vous voulez, en facteurs de production, non inflationnistes, c'est-à-dire soutenables à moyen long terme. C'est au-delà pour les États-Unis. L'Allemagne semble s'enfoncer assez rapidement, plus que prévu dans avec moins de croissance. La France résiste un petit peu. Les situations sont beaucoup de pays n'ont pas non plus complètement récupéré de la crise financière. Beaucoup de dettes encore dans les secteurs publics qui sont là. Donc les marges de manœuvre ne sont pas très importantes. Mais me semble-t-il, le gros facteur, c'est quand même celui de l'incertitude. C'est aussi un autre facteur qui me semble important, c'est le front intérieur des pays. Dans beaucoup de pays, les situations sont un peu beaucoup de décalage dans les différentes régions, si vous voulez, à l'intérieur des pays. On l'a bien vu, par exemple, en France ou aux États-Unis, ou dans certains pays d'Europe. Le vote a montré qu'il y avait des disparités, le Brexit lui-même, des disparités importantes au sein des pays qui commencent quelque part à devenir pas très soutenables. Disparité, tension, disparité interne. Lors de consultations électorales. On l'a vu, le Brexit. Par un ralentissement à la fois de la production et de la consommation, c'est ça en fait. Incertitude, donc sociétés qui sont un peu, si vous voulez,
divisé, peut-être un peu fort pour certaines, mais en tout cas où il y a des questionnements profonds sur le vivre ensemble, sur ces disparités régionales qui posent problème. On l'a bien vu dans les votes qui s'expriment très différenciés, par exemple sur le Brexit, entre Londres et le reste de l'Angleterre, ou en France aussi avec le mouvement des Gilets jaunes, etc. Est-ce que vous partagez le point de vue de la nouvelle directrice générale du FMI qui impute le ralentissement de l'économie nationale à la politique de Donald Trump? Ou est-ce que c'est un peu réducteur? Oui, je ne sais pas sur quelle base, on verra, puisque en général le Fonds monétaire communique. La levée des barrières douanières, voilà. Et donc, que tout ça, en fait, il y a tout ce qui est lié au commerce, et on le voit, puisque le commerce mondial ralentit, donc toute cette remise en cause quelque part de l'appareil créé autour de l'Organisation mondiale du commerce, en fait les règles qui nous ont fait quelque part vivre ensemble au plan du commerce international tel qu'on les retrouve à l'Organisation mondiale, sont quelque part un peu remis en cause avec la politique extérieure américaine en matière de commerce, et qui a un impact, c'est évident, qui a peut-être un impact qui est magnifié aussi par l'incertitude dont je parlais tout à l'heure, qui va avoir des conséquences importantes. Et par rapport à la Chine, cette guerre commerciale États-Unis-Chine, on a l'impression que c'est à des milliers de kilomètres de chez nous, mais en même temps, ça nous affecte tous parce que bien sûr, au-delà de la guerre commerciale, je pense qu'il y a une compétition qui se joue entre ces deux pays, les deux grandes puissances, dont l'une des manifestations est le commerce, la guerre commerciale, mais on peut anticiper d'autres manifestations. Il y a eu des discussions sur les taux de change, sur la sous-évaluation du yen. Enfin, vous vous souvenez, il y a quelques années, on parlait de guerre des monnaies. Donc là aussi, il y a toutes ces tensions qui peuvent prendre aussi en mer de Chine des aspects militaires. Évidemment, vous devez ajouter à tout ça la situation au Moyen-Orient, avec une certaine confusion quand même, avec peu de perspectives en termes de sortie de crise. Donc, se surajoutant à ça, une situation difficile dans plusieurs pays latino-américains, dont l'Argentine notamment, le Brésil qui a une récession très forte, qui a plus menacé par la faillite. Oui, le Brésil qui a du mal à retrouver un rythme de croissance dynamique. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, on est dans une situation un peu compliquée. Karima Inaoui, qu'aujourd'hui tous les pays doivent reprendre leur destin en main d'un point de vue économique. Donc ça veut dire qu'on est dans une autre séquence aujourd'hui de la mondialisation où il faut être en capacité de produire ce qu'on consomme et de consommer ce qu'on produit. Pour utiliser je sais pas, vous allez un peu loin, je ne pense pas qu'on puisse vivre en autarcie, c'est pas la... Mais quelque part les jours de la mondialisation heureuse sont peut-être un peu passés, c'est-à-dire en disant que tout ça va se diffuser, que le niveau de vie va augmenter de manière généralisée dans l'ensemble des pays, qu'il y a une espèce de diffusion généralisée, et peut-être ne se retrouve pas, si vous voulez. Donc quelque part la question des filets de sécurité revient, sociaux, la question de la répartition des richesses reviennent au devant de la scène, devant de la scène au plan politique. La mise en place aussi dans les économies développées du revenu universel également. Voilà, questions d'inégalité, les questions de revenu minimal, les questions de taxation, etc. Ça veut dire qu'on est à l'aube d'une réinvention de nouveaux modèles aussi économiques ou pas? Je suis pas sûr qu'il y ait soit des processus révolutionnaires, si vous voulez, de changement de paradigme brutal. Ces choses-là sont plutôt des transitions chaotiques, complexes, lentes, un peu pénibles. Et retrouver un équilibre prendra un petit peu de temps. Il y a bien sûr toute la dimension géopolitique ou géoéconomique, si vous voulez, la compétition de puissance qui se joue par l'économique, donc le commerce en étant un des aspects, mais il y a aussi l'aspect financier dans lequel on peut utiliser aussi la finance pour des fins un peu stratégiques, si vous voulez, de domination ou donc là les questions de sanctions par exemple qui se posent. Le dossier iranien par exemple. Voilà. Iran par exemple, ou Russie. Donc tout ça c'est un peu confus.
n'est pas très bon pour l'investissement, n'est pas très rassurant. Pas rassurant en tout cas. Ça ne donne pas une visibilité à moyen, même à court terme, au court, moyen, long terme. Et donc, ce qui explique un peu la situation actuelle. Et concernant le continent africain, c'est-à-dire notre continent, dans cette atmosphère, j'allais dire, économique un petit peu morose. L'Afrique, on a aussi un certain ajustement qui est en train de s'opérer. Donc, comme vous le savez, il y a le risque terroriste qui a quand même pris une certaine ampleur, notamment dans le Sahel, qui était contenu à quelques pays, qui aujourd'hui touche un espace plus vaste. Il y a un certain nombre de transitions politiques dans d'autres pays qui se font de manière un peu plus compliquée qu'initialement anticipée. L'Afrique sera aussi touchée, bien sûr, par le ralentissement économique, étant assez ouvert, avec notamment les exportations de matières premières. Même si et des défis internes très importants. En termes de développement. Oui, et la nécessité de délivrer rapidement pour des populations qui ont des demandes importantes. Est-ce que ça veut dire qu'un pays comme la Chine, une économie comme la Chine par exemple, qui est très présente sur le continent africain, en termes d'investissement, en termes c'est un catalyseur en matière économique, est-ce que les difficultés rencontrées par la Chine, on parle de 5,5-6% de croissance. Je pense que le ralentissement chinois, ça va plomber aussi. Je ne crois pas, puisque la Chine recherchera des relais de croissance à l'international. Ouais. Donc le ralentissement interne chinois a été anticipé par la Chine, qui est en train de chercher des relais de croissance à l'extérieur, et notamment en Afrique, au travers, on pourrait en discuter plus longuement, de l'initiative Belt and Road, qui est la manifestation de la volonté de chercher des relais de croissance avec l'utilisation de capacités de production aujourd'hui inemployées, de grandes entreprises, etc. Maintenant, il y a un autre risque sur l'Afrique, c'est un peu l'exportation du conflit du Moyen-Orient et de la compétition entre les pays du Moyen-Orient vers l'Afrique, avec des recherches d'appui stratégique qui peut aussi un peu poser des difficultés. Donc là aussi, ce qui est important, c'est que les fronts intérieurs restent robustes. Et donc c'est là où c'est important que les sociétés restent ensemble, qu'on n'ait pas de division, pas de tension particulière. Qu'il y ait des consensus au sein des pays, c'est important. Donc on revient à la question de départ qui était celle des inégalités internes. Pour un pays comme le Maroc, c'est la réussite de la décentralisation et de la déconcentration qui me semble important. C'est-à-dire que pour vous, la déconcentration, la décentralisation, pour un pays comme le nôtre, c'est le nouveau relais de croissance ? C'est important dans le sens où c'est rapprocher les politiques publiques des citoyens, c'est les inclure dans le processus de croissance, c'est corriger les inégalités au plan des chances des citoyens, que vous habitiez à Casablanca, à Rabat, ou que vous habitiez à Khoribga, Ben Guerir ou Rahamna, que vous ayez les mêmes chances quand vous êtes un jeune garçon ou fille, une jeune fille ou un garçon à l'école de 6 ans. Et ce sont ce genre de choses qu'il faut... les mêmes accès aux soins de santé, les mêmes accès... Vous considérez que la polarisation, c'est un économiste d'ailleurs qui avait balancé ce terme-là il y a quelque temps, c'est ça qu'il faut lutter, qu'il faut déconstruire pour retrouver des sentiers de croissance ou pas ? Donc quand vous avez un processus de croissance, en général, il est souvent déséquilibré. Donc la croissance, elle se passe en général, c'est un peu la Chine d'ailleurs, sur les régions côtières par exemple, un peu le cas au Maroc, etc. La question, c'est comment vous taxez pour redistribuer, etc. Donc c'est un défi permanent. Si vous voulez. On en parlait tout à l'heure, Londres et le reste de l'Angleterre, ou en France avec les régions et les gilets jaunes, etc. Donc il me semble pas être une particularité marocaine, ça me semble être quelque chose de général. La polarisation, elle existe dans tous les pays du monde, je veux dire. Vous avez une échelle de revenus partout. Oui, avec des écarts aussi plus ou moins conséquents. Vous pouvez classer votre population en déciles pourcentage, donc vous avez toujours les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres et les plus riches. Donc c'est pas... La question, c'est comment vous et je pense que l'essence même du projet de régionalisation au Maroc, c'est bien cela. C'est-à-dire comment vous donnez l'égalité des chances à tout le monde, vous délivrez les services publics de même niveau de qualité dans l'ensemble du territoire. C'est intéressant ce que vous dites, Kalem Enaoui, parce que est-ce que la priorité pour vous, c'est de développer les services publics là où ils ne sont pas suffisamment développés, ou c'est de créer des conditions sur l'ensemble des territoires pour créer de la richesse ? Parce que ces deux choses, il y a tout un débat philosophique là-dessus. Ça me semble aller ensemble. On crée d'abord de la richesse et ensuite on repense les services publics. Ça, c'est les théories du développement, si vous voulez. On n'a peut-être pas le temps de rentrer là-dedans.
Mais il me semble-t-il, les deux ne sont pas irréconciliables. Je pense qu'au Maroc, on a la question d'améliorer les services publics. Beaucoup de progrès ont été faits sur l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'accès aux routes, etc. depuis les milieux des années 90. Il y a aussi maintenant des défis au niveau de l'éducation, au niveau de la prise en charge des jeunes, des opportunités d'emploi, l'utilisation des nouvelles technologies dans l'ensemble des régions. Donc c'est un défi pour les politiques publiques d'abord et sur la manière dont on fait les politiques publiques, l'implication des citoyens, etc. Est-ce qu'il faudra nécessairement aussi, Karim Aïlaoui, penser très vite et très rapidement à de nouvelles sources de financement parce qu'il va falloir financer aussi tout ça au-delà de l'impôt et de la pression fiscale? Je crois. Alors évidemment, c'est toujours un équilibre. Si vous taxez trop, vous baissez la consommation baisse la croissance, elle baisse votre base fiscale. C'est un peu les lois d'airain de l'économie. Il y a des grandes lois de la gravité auxquelles on est soumise. La question de la contrainte de financement ne me paraît pas fondamentale. Ça me paraît plus une question de qualité, de manière dont on fait les politiques publiques, etc. Une question d'arbitrage. Déployées. Oui, d'arbitrage aussi, d'évaluation. C'est-à-dire d'arbitrage budgétaire, d'investissement public. Voilà, où est-ce que vous investissez, qu'est-ce que vous faites, quand je renonce à quelque chose, c'est pour gagner quoi. Enfin, c'est un petit peu ce qui ressort du discours de Sa Majesté au Parlement, où il parlait d'évaluation. C'est un peu ces contrôle d'impact. Contrôle, impact, correction, ajustement. Je pense pas qu'on attend, le citoyen n'attend pas à ce que tout soit parfait. L'important, c'est de le faire de manière sincère, de corriger, d'améliorer, de revenir sur les choses. C'est plus le processus qui est intéressant. On ne réussit jamais nécessairement tout et on ne vous demande pas de tout réussir parfaitement en réalité. Tout ça, c'est compliqué. On n'est pas en train de travailler dans un laboratoire de physique où on mélange des atomes et on sait ce qu'on a au départ. La science économique n'est pas exacte. Tout ça, c'est les sociétés. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir repenser aussi, très souvent dit, de remettre le citoyen au cœur et au centre du développement. Exact. Je pense que c'est l'enjeu d'ailleurs un peu partout dans le monde de ce qui se passe. On appelle parfois populisme, ou dont on parlait là au début de notre discussion. C'est comment on fait des politiques publiques au XXIe siècle, comment on intègre les préférences des populations, comment on formule ces politiques en les associant, comment on les exécute en les associant, comment on les évalue, etc. etc. Donc quelque part, c'est plus compliqué que de décider et puis de déployer une politique publique, quelle qu'elle soit, top-down, du niveau national au niveau régional. Est-ce que pour vous, il faut nécessairement aussi que le secteur privé dans son ensemble soit réellement partie prenante, parce qu'il y a plein remodeling un petit peu du concept du modèle, voilà, secteur privé, la place du secteur privé. Je pense que le secteur privé a sa place, le secteur privé réagit aux incitations, donc vous ne pouvez pas... S'il n'y a pas de carotte fiscale, je ne bouge pas, c'est ça en fait? Non, aux incitations en général, c'est-à-dire le taux de profitabilité. C'est-à-dire rentabilité. Y compris, c'est la rentabilité, y compris la fiscalité. Donc s'il y a des rendements positifs, le capital s'investira. Je pense qu'au Maroc, on a quand même fait les premières réformes des premières générations, si vous voulez, en termes de libéralisation, etc. Maintenant, je pense qu'il y a quand même dans les régions dans lesquelles les opportunités économiques ne sont pas évidentes pour le secteur privé, les taux de rentabilité ne sont pas nécessairement bien appréhendés par le secteur privé, un rôle pour le secteur public, à la fois pour révéler ces taux de rendement ou mettre en place les conditions pour qu'ils deviennent positifs et que vous ayez une réponse du privé. Est-ce que ce qui peut être pertinent, Karim Aïlaoui, justement dans ce cas-là, c'est un repositionnement de l'État aux côtés du secteur privé, investisseurs et entrepreneurs? C'est-à-dire, je veux construire une route, une autoroute à Taroudante. On peut trouver des formules de PPP, on peut trouver des formules intéressantes. D'ailleurs, le capital international est très intéressé par ces choses-là, donc évidemment. Il est déjà très présent d'ailleurs. Présent assez peu dans les PPP, dans les grandes infrastructures au Maroc, mais c'est des choses qui se font. Il y a du bon et de mauvais sur ces expériences-là. Souvent, les secteurs privés ont tendance à transférer l'ensemble des dettes dans le portefeuille public. Donc c'est des questions contractuelles un peu complexes, mais je crois qu'il y a un espace pour... En fait, comment dirais-je, il faut, dans le domaine des politiques publiques, et c'est ce qu'on fait avec beaucoup de passion au Policy Center for the New South, mais aussi à l'université Mohamed VI Polytechnique, c'est un peu d'expérimentation. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, on peut se tromper, l'important c'est d'expérimenter, des choses marchent, d'autres ne marchent pas, ce qui marche on le duplique,
et cette capacité d'expérimenter avec un droit à se tromper, en intégrant les populations, les impliquant. Je crois qu'on gagnerait pas mal à faire des choses comme ça. Il y a des bonnes expériences qui se passent, à les communiquer, les expliquer, les déployer, les généraliser. Est-ce qu'en même temps, il y a le défi aussi, je sais que ce soir, il y a le président rwandais qui sera là. Oui. Le Rwanda qui a retrouvé la croissance, la prospérité, la croissance économique, en tout cas la prospérité sociale. Ça, c'est vu de Marrakech, parce qu'on est à Marrakech aujourd'hui. Production de smartphones 100% rwandais, première Volkswagen. Bon, voilà. Est-ce qu'on a aussi, c'est inspirant? Non, il y a des bonnes histoires, c'est inspirant. Bon, il y a un pays qui a connu un traumatisme très profond et qui réussit aujourd'hui à bâtir sur la base, si vous voulez, à partir de ce traumatisme, donc une sortie de crise qui commence à avoir des performances de croissance intéressantes, qui s'intègre dans l'économie mondiale avec le leadership donc, du président Kagame qui a mis le pays un petit peu sur la carte. Maintenant, c'est un pays qui a encore, je pense, de mémoire, je vais me corriger peut-être des bêtises, mais autour de $700 de PIB par tête. Donc, oui, il y a encore la route est longue. Ce qui est difficile souvent pour les pays, c'est de sortir ce qu'on appelle la trappe des pays à revenus intermédiaires. Le Maroc est un pays à revenus intermédiaires. Sortir c'est ce qu'a fait par exemple la Corée du Sud ou le Japon. C'est extrêmement compliqué. Passer de bas revenus à pays à revenus intermédiaires, c'est souvent un peu moins complexe, si vous voulez, en termes de transformation structurelle des économies. Mais ça veut dire que quand on travaille, l'exemple rwandais, c'est un peu de dire on travaille, on est sérieux, on s'organise, enfin, vous voyez, on a des résultats en fait. Donc il n'y a pas de secret quoi. On fédère aussi. Puis... Oui, pays unis. Alors ils ont été unis aussi par l'histoire quelque part. La tragique histoire. Vous pouvez prendre le même exemple pour les Européens, qui finalement au sortir de la Deuxième Guerre mondiale arrivent à construire de manière une grande transformation qui va être l'histoire de l'Union européenne. Donc, est-ce qu'on a aussi besoin de ça chez nous avec le Maghreb voilà. Mais voilà, est-ce qu'il est nécessaire aussi d'avoir une espèce de point commun, de se dire voilà aujourd'hui, parce que les pressions sociales ou les tensions, vous faisiez référence à cela tout à l'heure dans des régions, les pays de la région. Je pense qu'il faut discuter, il faut parler, il faut échanger. Je reviens d'une conférence à Rome, on l'a vu tout à l'heure un petit peu au déjeuner aussi ici. Au Moyen-Orient, on n'arrive plus trop à se parler. Chacun est un peu... Comme sur ses positions. Évidemment, là, il y a des conflits parfois ouverts, comme au Yémen, des conflits larvés, la Syrie. Des compétitions, Syrie, Irak, etc. Je n'en ai pas là, alhamdoulilah, au Maghreb. On a quand même, si vous voulez, la situation libyenne qui est assez dramatique. Évidemment, beaucoup de manque à gagner sur la partie intégration, etc. Beaucoup de retard pris surtout. Beaucoup de retard. Et donc il y a une question de dialogue et comment relancer un petit peu le dialogue. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors évidemment, il y a quel dialogue entre jeunes de ces sociétés, quel dialogue entre académiques, universitaires, politiques, etc. Je pense qu'on peut mieux faire. Je pense que de ce point de vue, le Maroc est assez ouvert. D'ailleurs, une conférence comme celle-ci le montre. Ces gens dont je citais la liste des pays, beaucoup qui sont ici, qui viennent se parler ici à Marrakech. Complètement. Quelque part, le Maroc a cette capacité d'avoir donné des espaces de dialogue et de discussion raisonnables et tolérantes et ouvertes. Le destin économique, il est là, au niveau du Maghreb. Il est Maghreb, Afrique, je pense Maghreb, Afrique surtout, il faut voir le continent, ça c'est rattrapable, si vous voyez le continent c'est une question aussi de densité d'investissement en infrastructure. Tout ça en fait sont des opportunités qu'il faut travailler. L'Union africaine est une construction, si vous voulez, institutionnelle intéressante de ce point de vue-là, dans lesquelles un certain nombre de progrès sont faits, la zone de libre-échange, alors même que le reste du monde... remet en question tout ça. Est-ce que la ZLECA, la zone de libre-écrange, en tout cas, commerciale africaine peut effectivement avoir un effet d'enchaînement sur le Maghreb? En tout cas, au moment où le protectionnisme et les grandes puissances se font la guerre commerciale, l'Afrique donne un peu l'exemple sur le commerce. Évidemment, c'est un début, c'est un premier pas. Il faut aussi d'intenses, massifs investissements en infrastructure pour que, si vous voulez, les flux de marchandises puissent se passer. Donc il y a beaucoup de défis.
il faut peut-être aussi, c'est ça, dans un moment d'incertitude, donner des perspectives. Et je pense que les êtres humains n'aiment pas beaucoup l'incertitude, en fait. On n'aime pas trop ça. Et donc c'est là où on a besoin un peu de perspectives de moyen long terme. Et quelque part, l'Union africaine, avec ce signal sur la zone de libre-échange et bien d'autres qui pourraient être donnés, peut constituer... Une monnaie unique aussi. Peut être intéressant. Alors là, vous ouvrez un... J'y crois pas beaucoup. C'est vrai. Je n'en vois pas beaucoup l'intérêt, mais peut-être on n'a pas le temps de détailler ça aujourd'hui. C'est une question un peu complexe. Ça a eu un effet positif au niveau de l'Europe avec cet euro. C'est venu après un très long processus. C'est venu après un très long processus. Et la crise financière a montré que ce qu'on appelle des zones monétaires incomplètes pouvait poser des problèmes de gestion. Vous avez eu un pays comme la Grèce qui bénéficiait de conditions monétaires favorables qui étaient plutôt celles de l'Europe continentale et en particulier de l'Allemagne, qui a pu tomber, si vous voulez, dans les excès de la dette, alors même qu'elle n'avait pas les politiques saines de ce point de vue. En même temps, c'est pas un pays qui était exemplaire en matière de transparence financière et comptable. Donc, pas exemplaire. Voilà, pas exemplaire. Non, mais quand vous étaient dans l'euro, donc ça pose ce genre de problème. Je ne pense pas qu'on en soit là encore et je ne vois pas beaucoup l'intérêt. Pour autant, pour avoir une économie forte, robuste, musclée, il faut avoir aussi une monnaie costaud. Je ne crois pas les économistes. La monnaie, vous ne savez pas, je ne sais pas ce que c'est une monnaie forte. Ce que je peux vous dire, c'est que... C'est une monnaie avec laquelle on commerce à travers le monde. Oui. Comme le dollar, par exemple. Oui, mais il y a un dollar. Hein. Ouais. Non, il y a le dollar et les restes des monnaies. Donc, il n'y a pas de... si vous voulez, ce que vous pouvez faire avec... Non, je crois que la monnaie, elle représente des fondamentaux très importants. Elle ne peut pas être... de manière ad hoc fixée. Il faut qu'elle repose sur des choses, solides, patrimoine, la richesse de votre économie. Donc la stabilité et la crédibilité de votre monnaie, elle est très largement la crédibilité de vos politiques. Donc vous ne pouvez pas tricher, si vous voulez, longtemps par rapport à ça. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est laisser tranquille votre monnaie, parce que c'est votre crédibilité et vos politiques qui en font la valeur ou sa crédibilité. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous. Karim Ainaoui, économiste, Policy Center for the New South, parce que vous avez permis de faire un tour du monde de l'économie mondiale. Merci à vous. Donc pour vous, ce n'est pas une décroissance, une décélération structurelle, mais plutôt conjoncturelle. Alors évidemment, vous réouvrez un peu le débat, donc c'est une fin de cycle. Fin de cycle. C'est pas structurel pour vous. On passe à un autre cycle. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est probablement, il y a aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, le fait que les politiques monétaires soient très accommodantes déjà et qu'il y a des risques de reconstitution de bulles financières. Ce qui en beaucoup spéculent sur une nouvelle crise financière à l'horizon 2020. Voilà, donc c'est un peu toujours la même chose. Quand les politiques monétaires sont très assouplies pendant très longtemps, ça peut créer des distorsions et des bulles au niveau des actifs financiers qui constituent un autre risque potentiel pour l'économie mondiale. Donc voilà, on conclut aussi un peu encore sur les risques. Ouais, on est toujours sur le risque, quand on est sur la finance, sur l'économie, il y a toujours le facteur risque, comme sur l'investissement d'ailleurs. Voilà. Grande incertitude, et donc ça veut dire que vous devez tenir votre maison en bon ordre. C'est-à-dire faire le... Prudence, bon ordre. S'assurer de bien fermer la porte lorsqu'on sort, lorsqu'on quitte son domicile, c'est ça un peu ? Que ce soit bien rangé, pas nécessairement fermer la porte, j'aime pas trop ces mécanismes isolationnistes, mais en tout cas, maison bien rangée, bonne gestion, etc. Un bon père de famille, c'est ça ? Raisonnablement. Merci en tout cas à vous, Karim Ainaoui, économiste, Policy Center for the New South. Merci à vous. Bientôt, belle journée, à très vite. Merci.